À présent, nous allons aborder les aspects des actions mécaniques dans le cadre du contact. Tout d'abord, quelques petites hypothèses. La notion d'action mécanique ponctuelle n'existe pas dans le réel, puisqu'en réalité, il suffit de zoomer suffisamment pour s'apercevoir qu'à chaque fois qu'il y aura contact, on pourra supposer qu'il y a une surface de contact, puisqu'il s'agira d'une intersection entre plusieurs volumes. Les contacts entre solides sont donc en réalité surfaciques, voire linéiques. Par contre, on pourra représenter localement chaque point de la surface une action mécanique locale appliquée à un élément de surface infiniment petit. Voici un schéma qui illustre justement cette méthodologie, qui permet de passer d'une action mécanique de contact à une action mécanique répartie. Nous avons sur la figure de gauche l'illustration du contact entre deux solides, S1 et S2. De cette action va résulter une réaction qu'on appelle résultante d'action mécanique de S1 sur S2, qu'on pourra décomposer en deux, une partie normale et tangentielle. Pour faire cette décomposition, il est nécessaire de définir le plan tangent en contact. La composante normale de l'action mécanique sera donc normale à ce plan, alors que la partie tangentielle sera comprise dans ce plan-là. Ici, vous avez en gris la surface de contact entre les deux solides S1 et S2. Le passage de l'approche globale à locale repose sur le fait qu'on va décomposer cette surface en un ensemble de petites surfaces infinitésimales qu'on supposera suffisamment petites pour considérer qu'en son sein, toutes les grandeurs intensives, c'est-à-dire les grandeurs qui ne dépendent pas du volume ou de la surface, sont constantes. Et on arrive du coup avec cette notation-là. Si vous regardez ici, c'est la notation de la résultante locale de l'action de 1 sur 2, qu'on note en minuscule. Et encore une fois, on aura une composante normale et tangentielle. Ces grandeurs seront des grandeurs de densité, qui ne dépendront donc pas de la surface mise en jeu. On la note F indice P de l'action de 1 sur 2 puisqu'elle va s'appliquer en un point P qu'on appellera point courant. Ce point courant va concerner en fait un ensemble de points sur la surface élémentaire. Et on l'appellera densité surfacique d'effort au point P de l'action de 1 sur 2. Cette grandeur sera homogène à une force par unité de surface, c'est-à-dire homogène à une pression. Petit rappel, la pression s'exprime en pascal en unité du système international, c'est-à-dire que c'est 1 newton par mètre carré. Il faut savoir qu'un newton par mètre carré, ça représente une grandeur qui est assez faible au final, puisque 1 newton, ça représente en masse 100 grammes. Donc imaginez-vous une pression résultant de 100 grammes sur 1 mètre carré, ça ne fait pas beaucoup. Donc, par rapport aux ordres de grandeur qu'on va mettre en œuvre dans les systèmes qu'on va étudier, le pascal, c'est une unité certes du système international, mais qui n'est pas forcément adaptée en termes d'ordre de grandeur. On a plutôt l'habitude d'utiliser le mégapascal, qui est 1 million de pascal et qui correspond en fait à 1 newton sur 1 mm carré, qui représente en fait 100 grammes sur 1 mm carré. Ce sont plus des pressions dont on a l'habitude de manipuler. Un autre ordre de grandeur intéressant, c'est le bar, qui correspond à peu près à la pression atmosphérique, qui sera 1 dixième du mégapascal ou 10 puissance 5 pascal. L'approche locale vers le global ou le global vers le local peut se modéliser à l'aide du torseur à structure. C'est un torseur qui va permettre de sommer la contribution de chaque grandeur infinitésimale. On va supposer que ces grandeurs infinitésimales sont suffisamment petites pour que lorsqu'on va les sommer, on aura une somme continue. Et vous avez sans doute dû voir en maths qu'une somme continue peut s'interpréter comme une intégrale. Ici, dans cette intégrale, on va définir le domaine d'intégration. Ici, ce sera un domaine d'intégration surfacique. On va le définir comme l'ensemble des points P appartenant à la surface de contact entre 1 et 2. Et on va intégrer la contribution de l'effort élémentaire, qui sera le produit de la surface élémentaire et de la densité d'effort élémentaire. Le moment sera obtenu simplement avec la formule du produit vectoriel. On cherche à calculer le moment en A, ça sera le moment résultant de tous les moments exercés à chaque point courant P, donc on aura AP vectoriel FP ds, et bien sûr on les somme, donc ce qui revient à les intégrer. Et ça va correspondre à la résultante de cette action mécanique et là au moment résultant de cette action mécanique. La densité d'effort surfacique, on pourra la décomposer en deux, comme on l'a vu sur le schéma précédent. Une partie qui sera contenue dans le plan tangent et une partie qui sera perpendiculaire au plan tangent, qu'on appellera respectivement action tangentielle et normale. Pour obtenir l'action normale, il suffit d'effectuer le produit scalaire de la densité surfacique d'effort par le vecteur normal et puis de le rediriger par cet effort normal. Pour en déduire la composante tangentielle, il faut faire la différence entre la densité d'effort et l'action normale. Cette décomposition est bien entendu valable sur la résultante globale des actions mécaniques.
on peut parler un petit peu de statique des fluides. Dans le cas d'un fluide en repos, on supposera qu'il n'y a pas de composante tangentielle d'effort. Il y aura uniquement une composante normale. On peut faire éventuellement ce petit exemple qui nous permettra de déterminer dans un vérin l'action d'un fluide sur la tige du vérin. Donc ici, vous avez illustré une tige de vérin qui est un solide de révolution. Ce qui est grisé de ce côté-là, là on va mettre un fluide sous pression et ce fluide va exercer un effort partout autour de lui. Alors de ce côté-ci, ça va être la chambre ou le bâti du vérin, c'est-à-dire va rester immobile. Donc le fluide va exercer un effort, mais ça ne produira pas de mouvement. Alors que ici, le fluide va exercer un effort et pourra éventuellement provoquer un mouvement. Parce qu'on a vu qu'un effort, ça pouvait avoir comme conséquence un mouvement. Donc voir comment la contribution de ce fluide va aboutir à une résultante globale. Donc pour ça, on va passer d'une approche locale à globale, puisqu'en fait, chaque petite flèche peut être modélisée comme une action infinitésimale. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la résultante globale, donc le torseur d'action mécanique globale exprimé au point O. Première idée, c'est de décomposer en 3 la surface en laquelle va s'appliquer la pression. Donc là, vous avez la figure en 3D de la tige du vérin. Nous avons deux surfaces planes, les surfaces 1 et 3, et une surface de révolution, qui est la surface 2. Il suffit alors de décomposer en 3 ce torseur. Donc on aura l'action du fluide sur la tige du vérin, qu'on va décomposer en l'action du fluide sur 1, l'action du fluide sur 2 et l'action du fluide sur 3. On va d'abord commencer par calculer l'action du fluide sur 1. Pour calculer la résultante, on calcule l'intégrale pour tout point P courant appartenant au solide 1 de la densité d'effort qui est P fois ds selon la normale. Ici on a un fluide qu'on suppose au repos, ce sera donc dans le cas de la statique des fluides, on aura donc uniquement l'action normale. La composante Px est constante sur le domaine d'intégration, puisque la pression est constante et la normale est constante. C'est ce qui permet de définir une surface plane. On peut donc sortir Px de l'intégrale. On se retrouve donc avec Px multiplié par l'intégrale pour tout point P appartenant à la surface 1 ds, ce qui revient à avoir la surface 1. Donc ici, c'est P fois la surface, qui est la surface 1. Pour le moment, on revient à la définition de départ. Une fois qu'on a déterminé la résultante, c'est très simple. Il suffit de rajouter dans l'intégration le produit vectoriel avec le vecteur position entre le point courant P qui définit le domaine d'intégration et le point O qui est le point en lequel on calcule le moment. Ensuite, il faut remplacer le vecteur OP par un vecteur position. On choisit le système de coordonnées qui permet le mieux de définir les bornes d'intégration pour définir la surface en question. Ici, la surface est plane, certes, mais elle est circulaire. Ainsi, elle possède une symétrie circulaire. Le meilleur système de coordonnées pour la définir est le système de coordonnées polaire. Dans ce cas-là, le vecteur OP s'écrit ρER, où ρ est la coordonnée polaire, et ER est le premier vecteur du système de coordonnées polaire. Il reste donc plus qu'à faire le produit vectoriel entre EX et R. Le trièdre ER, Eθ et X étant direct, on trouve un signe moins Eθ. Et on peut donc remplacer moins P, l'intégrale de ρ Eθ ds. Ρ étant un paramètre de position, il est variable sur le domaine d'intégration, on ne peut pas le sortir, tout comme Eθ. En système de coordonnées polaires, vous avez dû voir que l'élément de surface élémentaire est ρ dρ dθ. On se ramène donc avec une intégrale double, mais à variable séparable. Pour couvrir un disque complet, on va faire varier θ de 0 à 2π et ρ de 0 à petit r, qui est le rayon du disque. Ensuite, on va séparer les variables qui dépendent à chaque fois de θ et de ρ. On obtient cette intégrale-là. Et en fait, ce terme-ci va être nul, puisque Eθ est un vecteur qui va tourner de 0 à 2π, et on voit bien qu'on va revenir sur le même vecteur. Donc on va avoir ici quelque chose de nul. Pour le retrouver, il faudrait projeter Eθ dans la base x, y, z, et on s'apercevrait qu'en fait on ferait intervenir des termes trigonométriques, cosinus et sinus, et on va les intégrer sur 0 à 2π, on va bien obtenir 0. Donc on trouve que le moment en 0 est nul, et la résultante est égale à ps fois x. Je vous laisserai essayer de faire les autres exemples à la maison, chez vous. Pour vérifier ce résultat, on peut peut-être essayer de revenir sur le problème en cours pour voir si on n'aurait pas pu avoir cette intuition. Nous avons trouvé que la résultante de l'action mécanique du fluide s'appliquant sur le solide 1 avait un moment nul en haut et sa résultante est égale à la pression fois la surface 1, qui est égale en fait à pi r carré sur 2. Alors la pression étant constante, on peut montrer que dans ce cas-là, pour avoir la résultante globale, il suffit de multiplier la pression par la surface. Ça vient du fait que la pression, on peut la sortir du domaine d'intégration. Ça correspond donc bien à l'expression qu'on a vue ici.
Le fait d'avoir un moment nul autour du point O veut dire que cette contribution de la pression ne pourra jamais faire tourner le solide 1 autour du point O. Ça vient du fait que la pression est constante. Ça veut dire qu'on a équilibre de la pression de part et d'autre du point O. Il est donc normal de trouver un moment nul. Peut-être qu'avec ce raisonnement, on peut essayer de retrouver les résultats sur les surfaces 2 et 3 et vérifier qu'analytiquement, on obtient bien la même chose. Dans le cas où la pression n'est pas constante, c'est-à-dire dans le cas où un fluide sera plongé dans un champ de pesanteur, on va avoir une dépendance de la pression à la profondeur. C'est ce qu'on appelle le théorème de Pascal. Pour cela, il faut un fluide homogène qui va être immergé à une profondeur h et donc la pression va être proportionnelle à cette profondeur où la pression est égale à la pression atmosphérique plus le produit μg qui est la masse volumique du fluide en question fois l'accélération de pesanteur fois la profondeur. Pour retrouver ce résultat, on peut se souvenir que dans l'eau, on va avoir une évolution de la pression qui est égale à 1 bar tous les 10 mètres. C'est normal puisque la masse volumique de l'eau est de 1000 kg par mètre carré. L'accélération de pesanteur est autour de 10 mètres par seconde au carré. Ici, on a 10 000. Ça veut dire que pour avoir 1 bar, il faut qu'on ait 100 000. Donc ici, il faut multiplier par 10. Donc on va avoir une variation de pression bien égale à 1 bar tous les 10 mètres. Vous devez sans doute connaître le théorème d'Archimède qui permet, dans le cas d'un fluide au repos, de donner le torseur de l'action mécanique du fluide sur le solide en G qui est en fait le centre de poussée. C'est le barycentre de la partie immergée. Et la résultante sera la masse du fluide déplacé et fois le vecteur accélération de la pesanteur qui est dirigé cette fois-ci vers le haut, donc contrairement à l'accélération de la pesanteur. On peut également voir le cas de l'action linéique. On peut très bien avoir une densité d'effort linéique. Tout se passe comme en surfacique, sauf que l'élément de surface sera un élément linéique et on se ramènera à une intégrale simple. Les expressions sont exactement les mêmes. Et on pourra aussi décomposer, si on le souhaite, avec une action normale et une action tangentielle, la densité d'effort. Maintenant, on va parler des frottements et des lois de Coulomb. Alors le frottement, c'est un phénomène qui produit la dissipation d'énergie. Donc c'est un phénomène qu'on a essayé de modéliser depuis très longtemps. C'est un phénomène qui peut se définir comme une résistance au mouvement dans le cas de la présence de deux solides l'un par rapport à l'autre. Si on a du frottement, on aura l'existence d'une action mécanique tangentielle d'un solide sur l'autre, qui aura tendance à s'opposer au mouvement désiré. Depuis le XVIIIe siècle, et sous la proposition des travaux de M. Charles de Coulomb, des lois et des modèles issus de l'expérience qu'on appelle empirique, sans vraiment de fondement théorique, ont fait leurs preuves et permettent de modéliser avec une bonne précision la plupart des phénomènes. Donc on va revenir à la définition de la densité d'effort surfacique avec une composante normale et tangentielle. Donc il faut bien sûr définir un plan tangent au contact entre les solides 1 et 2. Les lois de Coulomb permettent de caractériser les vecteurs tangentiels et normal. Pour cela, on va devoir distinguer deux cas précis. Tout d'abord le cas de l'adhérence, puis le cas du glissement. Pour différencier ces deux cas, il suffit de calculer ou d'estimer la vitesse de glissement, qui est en fait la vitesse d'un point appartenant à la surface de contact entre 2 et 1 dans le mouvement relatif entre le solide 2 et le solide 1. Si cette vitesse est nulle, on sera dans le cas de l'adhérence. Si cette vitesse est non nulle, on sera dans le cas du glissement. Dans le cas de l'adhérence, on a une inégalité entre la norme de l'effort tangentiel et un coefficient fois la norme de l'effort normal. Dans le cas du glissement, on a une égalité avec un coefficient qui sera différent. Dans le premier cas, on notera le coefficient d'adhérence, F, et dans le deuxième cas, le coefficient de frottement, F étoile. Les lois de Coulomb permettent aussi de donner des caractéristiques sur les directions des efforts normaux et tangentiels. La direction de l'effort normal sera toujours celle de la normale au plan tangent au contact, alors que la direction de l'effort tangentiel sera bien sûr comprise dans le plan tangent, mais elle sera parallèle à la vitesse de glissement. S'il y a bien un glissement, ce sera simple, ce sera la vitesse de glissement puisqu'elle est non nulle. S'il y a adhérence, ça sera la vitesse de glissement éventuelle que peut provoquer le mouvement. Ensuite, on peut également obtenir le sens de l'effort tangentiel. L'action tangentielle de 1 sur 2 sera opposée au mouvement relatif entre 2 et 1. De là vient cette expression-là, c'est-à-dire que le produit scalaire entre l'action tangentielle de 1 sur 2 et la vitesse au point P dans le mouvement de 2 par rapport à 1 sera inférieur à 0. En réalité, le coefficient d'adhérence est légèrement supérieur au coefficient de frottement. Donc, c'est-à-dire que le coefficient F étoile est plus grand que F. Dans la pratique, ces deux coefficients sont très proches l'un de l'autre. On fera souvent l'hypothèse qu'ils sont même égaux. Ce modèle est appelé modèle de frottement sec, à ne pas confondre avec le modèle de frottement visqueux, qui veut dire que dans ce cas-là,
le frottement dépendra de la vitesse. Ici, le frottement est constant. Ensuite, voici quelques valeurs, exemples de coefficient de frottement qu'on peut retrouver entre différents matériaux. On voit qu'en fait, le coefficient de frottement dépend du couple matériau mis en jeu. Si on a de l'acier sur de l'acier, il sera égal à peu près à 0,1, 0,2, mais on s'aperçoit qu'il peut, dans certains cas, diminuer ou augmenter. En fait, ça va dépendre des applications qu'on va chercher à avoir. Si on cherche à minimiser le coefficient de frottement, ça veut dire qu'on va chercher à minimiser les dissipations d'énergie. C'est l'exemple qu'on a là. Coussinet, ça veut dire que ça sera un matériau utilisé en bronze qui va permettre de limiter le frottement, pour limiter les dissipations d'énergie. Et on s'aperçoit que le coefficient de frottement est plus faible. Dans certains cas, ça va être l'inverse. On va chercher à maximiser les dissipations d'énergie. Par exemple, dans le cas de frein. C'est pour ça que le coefficient de frottement entre de la fonte et des garnitures de frein est assez élevé, 0,4, parce qu'on va chercher à dissiper le plus d'énergie. Ensuite, il y a d'autres cas. On va chercher à avoir un coefficient de frottement élevé, puisqu'on a dit que le coefficient de frottement pouvait s'apparenter au coefficient d'adhérence. Dans le cas, on va vouloir maintenir plus d'adhérence, notamment dans le cas de contact entre un pneu et une route sèche. Là, on peut dire que pour les pneumatiques, différents pneumatiques utilisés, on aura un coefficient de frottement ou d'adhérence qui est égal à 0,6, 0,7. On peut aussi avoir une interprétation graphique de ces effets d'adhérence et de frottement. Pour cela, on va parler de cône de frottement ou cône d'adhérence. On va pouvoir définir un cône qui aura pour axe la normale au contact, qui aura pour sommet P, c'est-à-dire un point de contact entre les deux solides 1 et 2, et qui aura pour demi-angle au sommet phi, tel que tangente phi est égale à F. Ou alors phi est égal à l'arc tangente de F. La proportionnalité entre l'action tangentielle et normale va permettre de définir ce cône. Si l'effort Fp est situé sur le cône, ça veut dire qu'on aura égalité entre l'action tangentielle et l'action normale à un coefficient près, on sera dans le cas du frottement, c'est-à-dire du glissement. Si au contraire l'effort F ou R se situe dans le cône, on aura une inégalité et à ce moment-là, on aura bien adhérence. Maintenant, on va parler des actions mécaniques à distance. Et on va s'intéresser plus particulièrement en mécanique à l'action de pesanteur. Pour définir l'action de pesanteur, on va avoir besoin de définir un vecteur qui correspond à l'accélération de la pesanteur, qui est orienté selon moins z0, et qui aura pour norme 9,81, qui correspond à peu près à la moyenne de l'accélération de la pesanteur sur la surface terrestre, sachant que cette valeur dépend, ρ est la masse volumique du matériau en question, le produit ρ fois g est homogène à une masse par unité de volume, ce qu'on appellera une densité volumique d'effort. On va pouvoir donc définir un torseur avec le même esprit qu'on a vu tout à l'heure pour une densité surfacique d'effort. Sauf qu'ici, on va avoir une intégrale sur un volume. Pour tout point P appartenant au volume, l'intégrale de la densité surfacique d'effort, qui est le produit de la masse volumique du matériau en question et l'accélération de pesanteur, il faut bien entendu l'élément de volume élémentaire. Et le moment se déduit de la même façon. Le moment A sera le produit vectoriel entre le vecteur joignant le point où on calcule le moment A et le point courant P qui appartient au volume sur lequel on va faire l'intégration vectorielle, donc la résultante élémentaire. On peut regrouper la masse volumique et dV pour avoir l'élément de masse élémentaire. Et à ce moment-là, on a cette autre expression du torseur de l'action mécanique de pesanteur. Quelques éléments importants à définir, c'est la masse. La masse, on peut la calculer comme l'intégrale sur le volume de l'élément de masse élémentaire. Et pour déterminer la position du centre de gravité, on peut utiliser la formule suivante qui me permet de calculer la position du centre de gravité comme la formule du barycentre, c'est-à-dire le vecteur AG est la moyenne pondérée du vecteur APDM. Le centre de gravité se définit par le point en lequel le moment sera nul. C'est là où s'applique l'action de pesanteur. On peut utiliser cette méthodologie pour calculer la position du centre de pesanteur. Ceci est un algorithme qui permet de se poser des questions selon les choix qu'on va obtenir. Tout d'abord, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'ensemble complet possède des symétries? S'il possède des symétries, le centre d'inertie appartiendra aux éléments de symétrie. Sinon, il faudra décomposer l'ensemble en solides élémentaires. Ensuite, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ces solides élémentaires possèdent eux-mêmes des centres d'inertie? Dans ce cas-là, on va aussi supposer que les centres d'inertie élémentaires appartiennent à ces entités de symétrie. Donc ça va nous permettre en fait d'avoir déjà, en exploitant les symétries, différents éléments pour caractériser la position du centre d'inertie. Ensuite, pour chaque solide élémentaire, on va calculer la position du centre d'inertie avec la formule donnée précédemment, en exploitant le plus possible les symétries pour faire des projections sur la position du centre de gravité. Et une fois qu'on a la position des centres de gravité pour chaque solide élémentaire, on va utiliser la formule de barycentre discrète. Maintenant, on va voir le cas des actions mécaniques dues aux liaisons sans frottement. Voici les différentes hypothèses.
On va considérer que les liaisons sont réalisées par contact direct entre deux pièces, sans contact, sans frottement et sans jeu. Les liaisons seront donc supposées parfaites. Le torseur d'action de contact est aussi appelé torseur statique, ou torseur d'intérêt fort, ou torseur transmissible. On va se donner un repère, OXY, qui sera centré sur chaque liaison. Et donc le torseur, on va l'écrire de cette façon-là. Donc vous voyez, il y a un petit peu d'analogie par rapport à la cinématique. Je vous rappelle juste que pour le torseur d'action mécanique transmissible, on va utiliser la note T, et puis on va pouvoir l'écrire en colonne. Alors en cinématique, on avait utilisé pour la résultante les notations PQR et pour les moments UVW. Ici, on va utiliser respectivement X, Y, Z et LMM. Je vous conseille de mettre en indice deux lettres ou deux chiffres faisant référence aux deux solides mis en jeu. Ici, 1 sur 2, donc on va mettre dans l'ordre 1, 2 pour chaque composante de l'action. On précise en bas à gauche le point en lequel on exprime le torseur et en bas à droite la base dans laquelle on exprime les vecteurs en colonne. Et ici, vous avez donc les différentes expressions des torseurs pour les liaisons pivot, glissière et hélicoïdale. On s'aperçoit donc qu'il y a une sorte de complémentarité par rapport au torseur cinématique, puisque dès qu'on va pouvoir avoir un mouvement autorisé selon une direction ou un degré de liberté, on ne pourra pas transmettre d'effort. Donc c'est par exemple le cas pour la liaison pivot. Si on fait une analogie avec la cinématique, la liaison pivot ici, d'axe OX autorisait uniquement la rotation autour de OX. Ça veut dire qu'on ne pourra pas transmettre de moment selon cet axe. C'est pour ça qu'ici on a un 0. Ça veut dire quoi qu'on ne peut pas transmettre d'un moment? Ça veut dire que quand on va appliquer une action mécanique en moment, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire tourner le solide 1 autour de l'axe OX, on n'arrivera pas à faire tourner le solide 2. Donc il n'y aura pas de transmission de moment. Par contre, toutes les autres actions mécaniques seront transmissibles. En résultant, ça se comprend assez bien. Ça veut dire que par exemple, si je pousse le solide 1 selon la direction X, le solide 2 sera poussé aussi selon la direction X. C'est ça que ça veut dire la transmission d'action mécanique X12 selon X. Même chose selon Y. Alors Y ici n'est pas défini, mais ça pourrait être la direction verticale. Si je pousse le solide 1 selon la direction verticale, je vais pousser le solide 2 selon la direction verticale. Et pour Z, qu'on va supposer être la direction qui sort du plan de visualisation, si je pousse le solide 1 vers nous, le solide 2 va venir vers nous. C'est ça que ça veut dire la transmission d'action mécanique. En termes de moment, c'est un petit peu la même idée, sauf qu'on va raisonner en rotation transmissible. Ça veut dire que si je fais tourner le solide 1, le solide 2 va tourner. Donc ça veut dire que je vais transmettre cette action mécanique de couple de moments. Donc je vais transmettre une rotation. Ça marche selon les directions qui ne sont pas les directions de rotation autour de X. Pour la glissière, c'est un peu l'inverse. On pourra transmettre toutes les rotations puisque aucune rotation n'est permise entre les deux solides. Et par contre, on ne pourra pas transmettre d'action mécanique en résultante selon X puisqu'il y a un degré de liberté autorisé. Ça veut dire que quand je vais pousser le solide 1 selon l'axe horizontal, étant donné que j'ai un mouvement relatif entre 1 et 2, je ne pourrai pas pousser le solide 2. Comme ça que s'interprète le 0 ici. Ensuite, en faisant le même raisonnement, on obtient les différentes expressions des torseurs. En 2D, on pourra parler de problème plan. C'est le cas où la résultante n'a pas de composante selon la normale à ce plan. Et ça veut dire que les moments sont dirigés selon cette normale. Par exemple, si j'ai une pivot d'axe OZ et que je prends le cas d'un plan de normale Z, je ne considérerai pas la résultante selon cette normale et je ne considérerai pas les moments perpendiculaires à cette normale. Donc le torseur finalement, vous voyez, sera réduit à cette expression-là, ce qui sera beaucoup plus simple. Donc dans ce cas-là, par exemple, en 2D, on aura un glisseur, puisqu'on a un moment nul, alors qu'ici, on n'avait pas de glisseur.